Donc, bonjour à vous tous. Bienvenue en ce jeudi pluvieux de novembre. Donc, mon nom est Patrick Baudouin. Je suis directeur principal marché institutionnel. Donc, vous êtes dans notre série de webinaires, donc une série de 4 webinaires. Aujourd'hui, nous allons traiter de la dette privée. Donc, nous allons démystifier la dette privée. Nous sommes multi-sites, multi-fuseaux horaires. Donc, je suis avec ma collègue Dora Gamaoun, directrice placement, qui est basée à Paris. Donc, c'est pour ça qu'on n'est pas dans la même salle aujourd'hui. Comme je mentionnais, ça fait partie d'une série de 4 webinaires que nous allons faire durant la saison, l'automne et l'hiver. Donc, je vous invite à nous suivre sur les médias sociaux, donc LinkedIn, etc., pour pouvoir voir nos prochains rendez-vous. Aujourd'hui, la rencontre portera, comme j'ai mentionné, sur la dette privée. Donc, l'agenda de la rencontre, en fait, on va vraiment débuter par expliquer un peu pourquoi la dette privée est intéressante pour Optimum Gestion de placement. Donc, en quoi cette classe d'actifs nous intéresse. On va aussi faire un survol, en fait, de l'historique et qu'est-ce que c'est la dette privée. On va vraiment vous parler aussi du rôle d'Optimum dans cet univers d'investissement et on va finalement traiter un peu des solutions que nous offrons à notre clientèle, tant en gestion privée qu'en gestion institutionnelle. Un petit peu d'intendance pour commencer. Vous avez en bas de votre page une question-réponse, donc un Q&A. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser via ce module de Zoom. Donc, nous allons les voir et puis on va pouvoir les traiter. Et à la fin, on va avoir une période de questions dans laquelle on va couvrir l'ensemble des éléments. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à ma collègue Dora. Bonjour à tous, mon nom c'est Dora Gamaoun, je suis directrice placement chez Optimum. Je gère des mandats obligataires et d'actions canadiennes et je suis en charge de la pratique de dette privée globalement dans l'entreprise. Aujourd'hui, on va démystifier la dette privée, mais avant tout, pourquoi on vous parle de la dette privée aujourd'hui? Donc, actuellement, nous vivons dans un environnement de détérioration du rapport rendement-risque des obligations. Comme vous pouvez voir dans le graphique suivant, à gauche, les rendements des obligations canadiennes ont baissé de 6,67% dans les années 2000 à 1,19% en 2021. Et cette diminution du rendement a été accompagnée par une augmentation significative du risque. Et le risque dans ce graphique-là, il est représenté par les poids des triple B. Donc, les compagnies triple B ou les émetteurs triple B sont les émetteurs les plus risqués dans l'indice univers canadien des obligations. Donc, le poids de ces compagnies qui sont les plus risquées ont augmenté de 2,96% en 2000 à 11,8% en 2021. Donc, pour une augmentation significative du rendement, du risque, nous sommes moins rémunérés, donc moins rémunérés pour plus de risques. Et ça, c'est ce qui explique la détérioration du rendement risque obligataire. Maintenant, non seulement il y a une détérioration du rapport rendement-risque de crédit, mais aussi on voit ça dans le risque de taux. Donc, ce graphique-là, la ligne orange cuivrée, c'est le rendement des obligations. Donc, encore une fois, on voit comment le rendement a une tendance négative, c'est-à-dire le rendement a beaucoup baissé depuis les années 90. Mais le risque de taux, dans ce graphique-là, qui est représenté par la ligne bleue, qui est aussi représentée par la durée. Donc, c'est quoi une durée? C'est la durée d'une obligation, c'est la variation ou la sensibilité du prix de l'obligation par rapport au taux d'intérêt. Donc, plus la durée est élevée, plus la sensibilité est élevée. Donc, la fluctuation du prix de l'obligation est élevée par rapport à la variation des taux. Donc, le risque est plus élevé. Donc, pour une durée ou pour une sensibilité beaucoup plus élevée, donc un risque beaucoup plus élevé aujourd'hui par rapport aux années 90, on est beaucoup moins rémunéré. Donc, il y a une vraie détérioration aujourd'hui dans le rapport au rendement-risque des obligations. Et ce n'est pas fini parce qu'il y a une détérioration significative du rapport rendement-risque, mais aussi les obligations qui jouaient historiquement le rôle de diversificateur dans un portefeuille a changé. En fait, les obligations jouent moins ce rôle-là.
Donc, pour mieux expliquer ça, si on regarde ce graphique-là, avant les années 2000, les mouvements des obligations et des actions canadiennes ou américaines étaient opposés. Donc, pendant une crise ou pendant un downturn, quand le prix des actions baisse, le prix des obligations monte. Et donc, ça vient amortir la baisse des actions. Donc, les obligations jouaient un rôle d'amortisseur et permet une diversification du portefeuille d'actions et donc diminuer le risque global d'un portefeuille. Mais depuis les années 2000, ce mouvement ou ce rapport a changé. Maintenant, les obligations et les actions ont des mouvements similaires. Donc, dans un downturn ou quand les actions baissent, les obligations baissent aussi. Certes, moins que les actions, mais ils ont le même mouvement. Donc, les obligations n'ont plus vraiment ce pouvoir de diversification et de diminution du risque global du portefeuille. Et c'est pour ça que les investisseurs, ils ont commencé à chercher d'autres solutions alternatives. Premièrement, parce que les taux d'intérêt sont tellement bas, donc ils cherchent à chercher du rendement, mais aussi pour diversifier leur portefeuille, parce que même les obligations maintenant, elles ne sont pas un bon diversificateur pour un portefeuille global d'actions. Donc, chez Optimum, la solution alternative qu'on trouve aujourd'hui très attrayante, c'est la dette privée. Parce que non seulement elle permet de diversifier un portefeuille traditionnel, mais aussi elle permet de bonifier le rendement du portefeuille dans un environnement de taux d'intérêt bas aujourd'hui, tout en préservant le capital. Donc, avant de rentrer dans les spécificités de la dette privée, les caractéristiques de cette classe d'actifs, tout d'abord, c'est quoi une dette privée? En quoi consiste la dette privée? Pour mieux comprendre la dette privée et l'opportunité dans ce marché, revenons sur son origine. Donc, historiquement, quand une petite et moyenne entreprise ont besoin de financement, le premier réflexe, c'est d'aller à la banque pour se financer ou pour acquérir comme l'argent requis. Mais depuis la crise financière de 2008, les banques ont resserré leurs conditions de financement. Et donc, les petites et moyennes entreprises, ils se sont trouvés avec des demandes de financement qui ont été refusées. Donc, ces compagnies ou ces petites et moyennes compagnies sont allées à la première banque. La première banque, elle n'accepte pas. La deuxième, la troisième, aucune banque ne veut leur prêter de l'argent. Et eux, ils avaient besoin de financement. Ils étaient désespérés. Ils étaient prêts à payer n'importe quel prix pour chercher du financement. Mais les banques ne pouvaient pas leur prêter à cause du changement de réglementation et du resserrement des conditions de crédit. Et c'est là que les institutionnels ont vu une belle opportunité dans le marché parce qu'il y avait certes un déséquilibre, il y avait beaucoup de demandes de financement, mais pas d'offres de financement. Et c'est là que les institutionnels, ils se sont adressés directement aux compagnies, petites, moyennes entreprises, pour leur prêter de l'argent à des taux beaucoup plus élevés que les taux bancaires. Donc, c'est pour ça, donc la dette privée, c'est vraiment ce contrat de financement qui existe entre les investisseurs et la compagnie qui a besoin de financement. Donc, la dette privée a vu son origine en 2008 avec la crise financière de 2008. Mais depuis 2008, le marché de la dette privée ne cesse de grandir ou ne cesse d'évoluer. Et on le voit bien dans le graphique à gauche. Dans le graphique à gauche, ça montre la part du financement des banques par rapport aux non-bancaires. Donc, la part des banques aujourd'hui, qui est ici en bleu ciel, elle est rendue à moins de 20% du financement global, alors que le financement non bancaire, il est plus que 80%, parce que les banques, en 2008, ils ont changé, ils ont resserré leurs conditions de financement, mais jusqu'à aujourd'hui, même après 10 ans de la crise, les banques continuent toujours à avoir des conditions de financement qui sont serrées, et donc c'est pour ça qu'il y avait un shift entre des banques vers les non bancaires. Et
la classe d'actifs en tant que telle de la dette privée a vu aussi une augmentation et on le voit dans le graphique à droite. Ça, c'est les actifs sous gestion dans la dette privée. Donc, en 2009, les actifs étaient de 279 milliards. En 2019, ils sont rendus à 818 milliards. Et si on regarde les derniers chiffres cette année, on est rendu à 1,1 trilliard. Donc, il y a vraiment et cette augmentation dans les actifs sous gestion vient d'un engouement des investisseurs dans cette classe d'actifs. Maintenant, pourquoi cet engouement? Pourquoi les investisseurs s'intéressent à la dette privée? Parce que la dette privée, elle vient avec une réponse aux deux problèmes qu'on voit aujourd'hui. Le premier, c'est les taux d'intérêt qui sont bas et donc les rendements des obligations sont rendus très bas. Donc, la dette privée, comme vous pouvez voir dans le graphique ici à droite, offre un rendement beaucoup plus attrayant que les rendements des obligations corporatives. Et ce bonus de rendement, donc c'est cet excès de rendement par rapport aux obligations corporatives, il est relié à plusieurs primes de risque qui sont spécifiques à la dette privée. Donc, la première prime qu'on va chercher dans la dette privée qui n'existe pas dans les obligations corporatives, c'est la prime de liquidité. Contrairement aux obligations corporatives qui sont une classe d'actifs liquides, donc si je veux acheter une obligation, je peux l'acheter tout de suite. Si je veux la vendre, je peux la vendre à tout moment. Donc, il y a beaucoup de liquidité dans les obligations corporatives, mais par contre, dans la dette privée, si j'investis dans la dette privée, en fait, je vais être loqué sur plusieurs années. Donc, il n'y a pas vraiment cette liquidité et c'est pour ça qu'on peut aller chercher une prime pour ce risque de liquidité. L'autre prime, c'est une prime d'opacité du marché. Donc, dans les compagnies publiques, ils ont tendance à c'est très facile d'avoir les informations sur les compagnies publiques. On peut trouver ça sur Google, sur Bloomberg. C'est vraiment, il y a un accès facile aux informations financières, aux informations sur le management, etc., des compagnies publiques. Mais dans le marché privé, l'accès à l'information, il est beaucoup plus restrictif. Donc, pour avoir les informations d'une compagnie privée, ce n'est pas assez évident aussi pour étudier le marché ou les concurrents de ces compagnies-là. Ils sont toutes des compagnies privées, donc c'est plus difficile de faire cette analyse. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une prime pour cette opacité du marché privé. Et enfin, il y a une prime pour le risque idiosyncratique. Donc, c'est quoi un risque idiosyncratique? C'est le risque relié à l'émetteur. Donc, ce risque-là, il existe pour les obligations publiques que pour les obligations privées. Par contre, la prime qu'on peut aller chercher dans la dette privée est plus élevée que la prime du risque idiosyncratique dans les compagnies, dans les obligations publiques. Et vous le voyez ici, c'est le bleu moyen. Donc, le bleu moyen, il est plus élevé dans la dette privée que dans les obligations corporatives. Pourquoi? Parce que les compagnies privées sont en général des compagnies plus petites de taille et donc il y a un risque comme plus élevé juste parce que à cause de cette taille qui est en général beaucoup plus petite que les compagnies publiques. Dora, ça me fait juste ramener à deux questions. En fait, tu mentionnes que c'est la première ligne de la diapositive, le rendement est attrayant dans un contexte de bas taux d'intérêt. Par contre, on semble voir, puis le marché semble prévoir que les taux vont remonter. Donc, est-ce que cette classe d'actifs-là va continuer d'être attrayante malgré que les taux vont monter dans le futur ou devraient monter dans le futur? Effectivement, en fait, la dette privée, elle a une caractéristique qui est très attrayante aussi, c'est que la dette privée a tendance à avoir des taux flottants. Donc, tout ce que j'ai parlé là, ici, dans les primes, c'est dans le rendement, mais dans la partie écart de crédit. Donc, l'écart de crédit, déjà, à la base, il est beaucoup
plus élevé que l'écart de crédit qu'on trouve dans les obligations corporatives. Mais il y a une autre partie, c'est le risque de taux. Donc, de regarder comment le risque de taux dans la dette privée, il est moins élevé que les obligations corporatives. Donc, si les taux d'intérêt montent, vu que c'est un taux flottant, le coupon qu'on va recevoir sur la dette privée, il va même augmenter. Donc, le rendement va continuer à être attrayant. Alors que dans les obligations corporatives qui ont en général une durée, ben en fait, la hausse des taux d'intérêt, elle fait baisser les prix des obligations corporatives. Donc, la dette privée, elle est bien positionnée pour un environnement de taux d'intérêt à la hausse. Parfait. Puis j'ai une autre question aussi dans ce cas-là. Donc, on parlait plutôt que les obligations jouaient un rôle de tampon ou mitigeaient le risque d'un portefeuille global. Là, on a un rendement qui est attrayant. On a aussi des taux d'intérêt qui sont bas qui vont monter. Donc, est-ce que la dette privée va pouvoir remplacer un peu ce portefeuille obligataire ou une partie du portefeuille obligataire qu'on avait pour diversifier notre portefeuille? Donc, je vois qu'on voit diversification, mais peux-tu en parler un peu plus? Oui, donc la dette privée, bon, je pense que c'est difficile de dire qu'elle va remplacer les obligations publiques parce que aussi ça vient avec, c'est des produits, c'est une classe d'actifs qui n'est pas liquide. Mais par contre, la dette privée, elle vient avec une diversification dans le cadre d'un portefeuille global parce que la dette privée, elle a une faible corrélation où elle varie d'une façon indépendante des autres classes d'actifs traditionnelles et donc elle permet vraiment de jouer le rôle de tampon ou de jouer le rôle aussi de diversification qui permet de diminuer le risque global dans un portefeuille. OK, merci. Puis aussi avoir un élément comme ça, Dora, peut-être juste expliquer la différence aussi qu'on peut avoir des actions privilégiées puis de la dette privée, donc dans la grosse différence, en fait, pour ces deux éléments-là dans notre portefeuille, un portefeuille obligataire. Les actions privilégiées, c'est comme de la dette subordonnée. C'est une façon aux compagnies de se financer. Donc, je dirais c'est vraiment deux classes d'actifs différentes. Le point qui se ressemble, c'est que les actions privilégiées donnent un rendement aujourd'hui attrayant, mais la dette privée donne un rendement encore plus attrayant. Ce qui est intéressant dans les actions privilégiées, et nous, on aime beaucoup chez Optimum les actions privilégiées, mais pas toutes les actions privilégiées, mais plutôt les actions privilégiées qui ont des caractéristiques spécifiques qui permettent en fait de couvrir le risque de taux. Donc, quand le taux d'intérêt monte, les actions privilégiées montent aussi. Et donc, ça vient comme un bon diversificateur et elle diminue vraiment le risque de taux. La dette privée, elle permet de bonifier, de diminuer le risque de taux aussi et de diversifier un portefeuille. Donc, c'est deux actifs différents et les deux jouent un rôle, un bon diversificateur pour un portefeuille global. Merci, Dora. Donc, depuis tout à l'heure, on parle de la dette privée, mais la dette privée, c'est pas juste, il n'y a pas une seule dette privée, mais il y a plusieurs instruments dans la dette privée, exactement comme dans les obligations canadiennes ou américaines, donc dans les obligations en général. Comme vous pouvez voir dans ce graphique, il y a plusieurs instruments et ces instruments sont échelonnés selon le risque. Prenons l'exemple du marché public. Donc, les obligations les moins risquées sont les obligations de haute qualité. Donc, elles ont un risque modéré, mais aussi un rendement qui n'est pas très élevé. Après, on trouve les prêts bancaires syndiqués qui sont des compagnies plus risquées, mais l'obligation, elle est garantie par des actifs spécifiques de la compagnie, donc ça baisse un peu le risque. Donc, le risque, il est plus ou moins modéré avec un rendement qui est aussi moyen. Après, on trouve les obligations à haut rendement qui sont des compagnies plus risquées. Donc, ça vient avec des rendements et un risque plus élevé. Et ainsi de suite, il y a les actions des pays émergents, etc. Donc, après, c'est la même chose qu'on va trouver dans le marché privé. On va trouver plusieurs instruments selon le risque. Mais une des choses qu'on voit ici et qui est claire, que le marché privé permet de donner des rendements nettement supérieurs au marché public pour un risque d'investissement relativement similaire. Donc, si on commence par les instruments dans la dette privée qui sont les moins risqués,
sont les prêts seniors immobiliers infra et les prêts au financement d'équipement. Donc, ça, c'est de la dette privée qui est garantie par des actifs réels, à savoir l'immobilier, l'infrastructure ou même des équipements. Donc, ça donne un rendement qui est un risque qui est modéré et un rendement aussi qui est modéré. Après, on trouve la dette privée senior donc, et l'unitranche, donc ces deux-là. Ça, c'est de la dette premier lien. Donc, en cas où la compagnie fait faillite, c'est les détenteurs des prêts seniors et d'unitranche qui vont passer en premier. Donc, c'est quoi une dette unitranche? Une dette unitranche, c'est une dette hybride. Donc, il y a une partie senior, une partie subordonnée, mais elle est mise dans une seule tranche, d'où le nom unitranche. Donc, il y a un seul prêteur à la compagnie et qui prend tout le risque de la dette. Après, on trouve la dette mezzanine. Donc, la dette mezzanine, c'est une dette subordonnée. La dette subordonnée, c'est-à-dire une fois la compagnie a fait faillite, c'est les prêteurs seniors qui passent en premier. Après, il y aura les détenteurs de la dette subordonnée. Donc, comme vous voyez ici, la mezzanine donne un rendement plus élevé, mais aussi un risque plus élevé. Pour la dette mezzanine en immobilier et infrastructure, vous voyez, elle donne un rendement moins attrayant que la mezzanine en direct. Pourquoi? Parce que même si c'est une dette subordonnée, ça reste backé par des actifs réels, tangibles, à savoir l'immobilier et l'infrastructure. Donc, elle vient diminuer un peu le risque, mais aussi diminuer le potentiel de rendement. Donc, chez Optimum, nous, notre philosophie, ce qu'on cherche, c'est vraiment à préserver le capital. Donc, on s'intéresse aux instruments qui nous permettent le plus de préserver notre capital tout en donnant un rendement attrayant. Donc, on veut maximiser le rendement risque et selon nous, les instruments qui nous permettent d'arriver à notre cible qui est la préservation du capital plus aller chercher un rendement attrayant sans la dette senior unitranche et la mezzanine immobilier et infrastructure. Donc, depuis tout à l'heure, je parlais de la dette privée, comment c'est attrayant, les rendements sont attrayants, plus attrayants que les marchés privés. Pour vous donner un ordre de grandeur, combien vraiment on peut aller chercher de rendement dans le marché privé, on va le comparer au marché public. Donc, un titre triple B dans le marché public donne la dette senior triple B donne un rendement à peu près de 3,8%. L'équivalent sur le marché privé, c'est la dette senior ou unitranche qui offre un rendement entre 5 et 10%. Pour la dette subordonnée ou les actions privilégiées, qui est aussi une forme de dette subordonnée, donne 5% dans le marché public. L'équivalent sur le marché privé, c'est la dette mezzanine, qui donne un rendement entre 10 et 15%. Et les placements privés en actions donnent un rendement de 20 à 25%. Les placements privés en actions, c'est l'équivalent des actions ordinaires sur le marché public. Dora, je vois arriver les questions qu'on va avoir. Donc, on a des rendements qui sont très attrayants du côté des marchés privés. Donc, clairement, ça semble même des fois être trop beau pour être vrai. Donc, il doit y avoir des particularités ou des éléments qui font en sorte que ce marché-là n'est pas aussi accessible ou qui est plus difficile d'accès pour les clients et les investisseurs. Donc, peux-tu nous parler un peu plus de ces éléments-là, s'il vous plaît? Oui, effectivement. En fait, le marché privé donne des rendements très attrayants et ça n'a pas passé inaperçu des investisseurs. Par contre, le marché privé, c'est un marché beaucoup moins accessible que le marché public. Si aujourd'hui, je veux acheter une obligation, j'appelle mon courtier et j'achète l'obligation tout de suite. Alors que dans le marché privé, ça nécessite la taille des transactions déjà, la sophistication, la complexité du marché nécessite beaucoup d'expertise.
Et donc, la façon la plus simple pour investir dans la dette privée, c'est d'investir dans des fonds de dette privée qui sont gérés par des spécialistes, qui ont l'infrastructure, qui ont l'équipe de gestion, qui ont aussi accès aux opportunités de dette privée, peuvent aller chercher donc ils ont un réseau énorme pour savoir quelle compagnie elle est en train de lever et qui cherche du financement. Donc, la meilleure façon ou la façon la plus accessible pour les investisseurs, c'est d'investir dans des fonds de dette privée parce que sinon, ce n'est pas aussi accessible que le marché public. OK, merci. Donc, et en fait, c'est le rôle d'Optimum. Donc, Optimum n'investit pas dans la dette privée en direct, mais Optimum, elle sélectionne les meilleurs gestionnaires de dette privée. En fait, avec l'engouement à cette classe d'actifs, donc il y a de plus en plus de gestionnaires qui se lancent dans la sphère. Bon, il y en a quelques-uns qui ont de l'expertise et on a d'autres qui en ont moins. Et donc, quand on investit dans la dette privée, qui est une classe d'actifs qui est illiquide, et les fonds de dette privée ont tendance à être des fonds fermés. C'est-à-dire, quand on investit dans un fonds privé, on est loqué avec le même gestionnaire pour 7 à 10 ans. Donc, c'est très important de faire une analyse approfondie sur le gestionnaire pour s'assurer que ce gestionnaire, il est capable tout d'abord de préserver notre capital et aussi de générer ou d'offrir un rendement aux investisseurs. Donc, chez Optimum, nous avons cette expertise depuis plus que 6 ans. On a commencé en fait en 2015. C'était notre compagnie d'assurance mère qui nous a demandé de trouver une solution à leur portefeuille à cause des taux d'intérêt qui sont bas. Ils cherchaient une classe d'actifs qui permet de diversifier leur portefeuille, de préserver le capital et aussi de donner un rendement attrayant pour bonifier le rendement du portefeuille. Donc, on a fait une analyse de toutes les solutions qu'on peut trouver sur le marché, des solutions alternatives. Et finalement, on a sélectionné la dette privée comme la meilleure solution adéquate à leur demande. Et donc, quand on a commencé à faire la dette privée, on s'est retrouvé avec plusieurs gestionnaires et donc on a dû travailler sur un processus de revue diligente très structuré pour pouvoir aller chercher les meilleurs gestionnaires sur le marché. Une fois on a commencé à le faire à eux, certains de nos clients institutionnels pour qui on gère des mandats d'obligations publiques, ils étaient intéressés aussi par la classe d'actifs et ils nous ont demandé de partager avec eux notre revue diligente et les opportunités qu'on trouve. Ils ont aimé ce qu'on fait, alors ils nous ont mandaté pour chercher des gestionnaires pour eux aussi. Et depuis, on a décidé d'offrir des solutions à tous nos clients et c'est les solutions que je vais vous parler tout à l'heure de ces solutions. Donc, comment on fait la sélection des gestionnaires? Déjà, la revue diligente d'investissement la revue diligente chez Optimum, elle dure entre 4 à 6 mois. Pendant cette période-là, on est 3 personnes qui sont dédiées sur la revue diligente. Et on commence par une revue diligente de l'investissement. Donc, on s'assure que la stratégie, c'est une stratégie de préservation de capital, c'est une stratégie qui nous permet de générer des rendements attrayants. On fait l'analyse des rendements historiques et des risques. On fait une analyse approfondie des risques de la stratégie. On fait aussi une revue diligente opérationnelle, donc on étudie le processus d'investissement des gestionnaires de dette privée. On analyse, on regarde s'ils ont une équipe de gestion de risque, comment ils analysent le risque. Avant la crise sanitaire, on allait chez le gestionnaire, on passe une journée, on parle avec plusieurs équipes, on voit c'est quoi les interactions entre les équipes, la dynamique aussi pour s'assurer que vraiment c'est des gestionnaires où il y a vraiment le flot d'informations et que voilà, il y a une saine aussi équipe qui travaille tous ensemble, qui ont la même vision.
On fait, une fois on est à l'aise avec tout ça, on fait une revue diligente fiscale et légale. Dans la dette privée, c'est très important de faire attention au volet fiscal et légal. Déjà, le légal, parce qu'on fait affaire avec une structure qui est complexe, donc il faut s'assurer que les clients ont leurs droits dans le cas de dissolution, etc. et tout. Pour tout ce qui est légal, on fait affaire notre chef de conformité chez Optimum nous aide dans la due diligence. Elle a déjà un background dans le droit d'affaires, donc elle nous aide avec la partie légale. Pour la partie fiscale, on a une équipe dédiée dans la fiscalité du groupe Optimum qui aussi nous aide pour faire cette revue diligente fiscale. Pourquoi on s'intéresse à la fiscalité? Parce que la dette privée, on peut investir en Europe comme on peut investir aux États-Unis. Et donc, c'est quoi les impacts fiscaux sur un investisseur canadien? Parfois, on peut investir si on ne sait pas c'est quoi l'impact, on peut même perdre tout le rendement à cause de cet impact fiscal. Donc, on a des experts qui nous aident, mais parfois, c'est tellement complexe qu'on peut même aller chercher de l'expertise de l'externe, quelqu'un qui est comme on embauche du monde de l'externe qui vont faire cette analyse pour nous. Comme récemment, on a investi dans un fonds européen avec le Brexit, avec beaucoup d'éléments. On n'était pas très sûr, l'équipe de fiscalité n'était pas très sûre c'est quoi l'impact vraiment sur les investisseurs canadiens. Et donc, on a fait affaire à des externes pour s'assurer et pour nous reconforter par rapport à ce fonds de dette privée. Et bien sûr aussi, on regarde la partie, la reddition de comptes, donc le reporting, c'est quoi les rapports qu'ils font, et surtout, on fait très attention pour la méthode d'évaluation des investissements, parce qu'après tout, les rendements, ils vont être basés sur l'évaluation, donc on s'assure qu'ils ont un auditeur, que les évaluations sont faites d'une façon indépendante, etc. et tout. Donc, une fois on a fait toute cette analyse-là, on va écrire un rapport de 40 à 60 pages qui parle de tous ces éléments et highlighter les forces et les faiblesses du gestionnaire, et on le présente à notre comité d'investissement chez Optimum, qui sont des personnes indépendantes de l'équipe de gestion, de dette privée, et qu'eux, ils décident d'investir ou non dans le fonds. Donc, chez Optimum, en général, notre taux d'investissement, il est à 10%. Donc, sur 10 fonds qu'on regarde, on va investir, le comité d'investissement, il va accepter un. Donc, on est très sélectif, et pour nous, notre philosophie, première chose, préservation de capital et des rendements stables et principalement basés sur le paiement de coupons et les frais d'origination. On vise des gestionnaires qui donnent 7% net par année. Et notre stratégie, la caractéristique des placements, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment les cases avec les étoiles. Donc, on aime la dette senior sécurisée et les fonds de dette mezzanine et immobilier. Si on va aller dans la mezzanine, on préfère aller sur des fonds qui sont backés par des assets tangibles. Et un autre point que j'aimerais highlighter, c'est que dans la dette privée ou dans les fonds de dette privée, beaucoup de fonds aujourd'hui utilisent du levier. Donc, ça veut dire quoi? Ils utilisent du levier, le fonds va emprunter de l'argent pour investir plus, pour augmenter les rendements. Nous, on aime moins ce genre de fonds parce que, comme j'ai dit, première chose qu'on cherche, c'est la préservation de capital. Et avec des fonds sans levier, il y a plus de risques sur notre mise de départ. Et donc, c'est pour ça qu'on préfère aller avec des fonds sans levier et avec des gestionnaires qui peuvent aller chercher une valeur ajoutée aux investisseurs via le choix des deals ou des dettes qui vont mettre dans le portefeuille. Donc, ça, c'est le premier rôle qui est la sélection des meilleurs gestionnaires. Mais après, on a remarqué quelque chose d'autre, c'est que les meilleurs gestionnaires de dette privée tendent à être des gestionnaires axés sur l'institutionnel. En fait, les meilleurs gestionnaires, vu qu'ils ont une bonne performance, etc., en fait, il y a un engouement pour ces gestionnaires. Et donc, ces gestionnaires, ils tendent à lever des fonds de 1 milliard, même plus. Et donc, les tickets minimums pour rentrer dans ces fonds-là, il est de 5 à 10 millions. Donc, 5 à 10 millions pour des institutionnels, c'est correct.
c'est pas énorme. Mais pour les non institutionnels, pour les caisses de retraite de petite et moyenne envergure, la gestion privée, les family office, 5 à 10 millions, c'est quand même considérable et parfois pourrait être même un handicap pour eux d'investir dans ce genre d'investissement. Et donc, chez Optimum, on a décidé de donner une chance aux non institutionnels, aux petites et moyennes caisses de retraite, etc., et la gestion privée pour accéder à ce marché aux meilleurs gestionnaires institutionnels sans vraiment avoir mettre 5 à 10 millions dans un seul gestionnaire. OK. Donc, ultimement, finalement, notre rôle à nous, c'est vraiment de sélectionner les meilleurs gestionnaires. Donc, on va dans la multitude qui pousse présentement, c'est de choisir les meilleurs gestionnaires, ceux qui vont arrimer le plus leur philosophie d'investissement avec notre philosophie à nous chez Optimum, là, qui est un peu plus défensive, donc préservation de capital, tu l'as mentionné à plusieurs reprises, Dora. Donc, sélectionner les gestionnaires, démocratiser la classe d'actifs, donc pour s'assurer que nos clients de petite et moyenne envergure puissent avoir accès à cette classe d'actifs-là. Donc, on a des solutions qui sont disponibles. Puis, en fait, Dora, si tu pouvais nous en parler un peu des solutions qui sont offertes à notre clientèle, là, ce serait très apprécié. Donc, chez Optimum, on a 2 véhicules. On a un fonds d'Optimum Revenu Marché Privé et on a Optimum Multidebt, qui est un nouveau véhicule qu'on va lancer en 2022 et je vais vous en parler tout à l'heure. Donc, le fonds qu'on a aujourd'hui, c'est un fonds commun Optimum Marché Privé. Donc, c'est un fonds à rendement absolu. On vise à faire 5% par année. Ce fonds a une allocation à la dette privée qui peut aller entre 0 et 40%. Donc, on va mettre une partie du portefeuille dans la dette privée et le reste du portefeuille va être dans des actifs liquides, à savoir les obligations, les actions privilégiées. Ce fonds-là, en fait, il permet d'avoir, vu qu'il y a de la liquidité des actifs liquides, donc c'est un fonds commun qui dispose d'une liquidité quotidienne. Donc, même si on investit dans la dette privée, on va toujours garder cette liquidité quotidienne grâce aux actifs liquides dans le portefeuille. Et pourquoi on a pensé à ce portefeuille? Parce que comme on a vu tout à l'heure, la dette privée, elle permet de bonifier, c'est un très bon diversificateur déjà, et elle permet de bonifier le rendement d'un portefeuille traditionnel. Donc, donc, ça permet d'avoir une stabilisation des rendements de ce portefeuille et une bonification des rendements. Et on le voit dans l'historique de rendement de cette stratégie. Donc, cette stratégie, elle a été commencée en mi-2016. Depuis, on est à 5,26% de rendement par année. Et vous voyez, il y a une vraiment tendance très stable des rendements qui vient grâce à la dette privée, qui est aussi une classe d'actifs qui diversifie très bien un portefeuille traditionnel. Donc, ça, c'est la première stratégie qu'on a aujourd'hui. La deuxième stratégie ou véhicule qu'on va ouvrir en 2022, c'est Optimum Multidebt. C'est en fait un pool de fonds de dette privée et donc ce véhicule il permet d'avoir une exposition à plusieurs gestionnaires de dette privée, donc à une diversification géographique, à une diversification de projets d'investissement. Donc, et c'est un véhicule où on vise à faire 6 à 8% net par année. Donc, ce véhicule, il peut être vraiment attrayant pour des family office, par exemple des semi-institutionnels, au lieu d'aller avec un seul, ils ont par exemple 5 millions à investir dans la dette privée, au lieu d'aller avec un seul gestionnaire institutionnel, ils peuvent aller avec un pool de fonds qu'on va faire la revue diligente pour trouver les meilleurs, qu'on va mettre dans un pool de fonds, et ça va le permettre en fait d'avoir une exposition à la dette privée, et peut-être s'ils ont des obligations et des actions de leur côté, le fait de rajouter un fonds de ce genre, ça va permettre de diminuer le risque global et de leur portefeuille en le diversifiant. Parfait. Donc, avant de passer à la période de questions, en fait, donc, si je résume, Dora, puis corrige-moi si je me trompe, mais donc, notre fonds Revenu Marché Privé
c'est vraiment, on pourrait dire, c'est comme une initiation à la dette privée. Donc, pour nos clients, on a une portion de dette privée. Donc, on a une exposition à la classe d'actifs, mais on conserve la liquidité quotidienne. Donc, si les gens ont besoin d'entrer, de sortir de cette classe d'actifs-là, c'est beaucoup plus facile. On peut utiliser ça et bénéficier des avantages de diversification de la dette privée. Oui. Et les sociétés en commandite qu'on va mettre en place, là, donc les multidettes privées, c'est pour un investisseur qui est vraiment, dans sa volonté de placement, avoir une allocation propre en dette privée, mais qui n'a peut-être pas la taille ou l'envergure d'investir 5 ou 10 millions dans un gestionnaire. Donc, il va avoir accès à plusieurs gestionnaires. Donc, on est comme au deuxième niveau d'investissement de dette privée. Donc, c'est bien ce que je comprends? Oui, c'est très bien. Excellent. Donc, ça fait le tour, en fait, de la présentation. Donc, vous voyez, chez Optimum, vraiment, le focus, c'est préservation de capital, même dans des classes d'actifs un petit peu plus sophistiquées. Donc, j'ai des questions ici que j'ai reçues là, au travers du question-réponse. Donc, Dora, je vais te les lancer, commencer avec la première que j'ai reçue. Donc, en fait, c'est comment, en fait, nous assurons que les emprunteurs, donc les investisseurs, pas les investisseurs, mais les emprunteurs, sont de qualité. Donc, qu'on ne revit pas une crise à la 2008 avec une baisse importante des marchés. Donc, comment nous, on s'assure de tout ça là, avec nos gestionnaires externes, finalement? Là? Oui. Donc, la première chose, nous, quand on fait l'analyse des gestionnaires, une chose qu'on regarde, on n'aime pas les secteurs cycliques. Donc, on regarde toujours c'est quoi, dans quoi ils investissent, c'est-à-dire c'est quoi leur secteur. Donc, nous, on va avec des gestionnaires qui sont dans les non-cycliques. On aime les gestionnaires qui sont dans des marchés niches, c'est-à-dire ils cherchent des compagnies qui sont dans, même si c'est des petites compagnies, ça reste quand même, ils ont une grande part de marché, de ce marché niche. Donc, ça, c'est important pour nous. On regarde le levier des compagnies dans lequel les gestionnaires investissent. Donc, ça, c'est très important, le levier. On regarde aussi la capacité des gestionnaires à bien structurer la dette. Donc, c'est important pour nous que le gestionnaire il peut négocier des covenants. Donc, c'est des conditions c'est des protections, des clauses de protection pour les investisseurs. Donc, pour le prêteur, pardon. Donc, du coup, c'est important que, par exemple, si le gestionnaire ne prend pas des clauses de protection, pour nous, c'est un non. Au moins, on préfère ceux qui ont trois ou même plus, mais de moins en moins, on en voit dans le marché, mais au moins une, et que ça va être sur le levier, et ça va être aussi une clause qui est stricte et non pas une clause qui est très, très large. Donc, on regarde même les niveaux. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prend toujours plusieurs exemples, on leur demande, on regarde et on choisit, on dit on veut au moins 3, 4 et on refait l'analyse et on revoit comment ils ont fait leur analyse et pourquoi ils ont choisi ces compagnies en particulier. Et une dernière chose qu'on regarde vraiment très comme beaucoup, c'est la capacité de restructuring. Parce qu'on sait que dans le marché privé, ça reste des petites compagnies. Donc, parfois, quand ils investissent dans une compagnie, c'est difficile de sortir. On peut pas sortir, ils peuvent pas vraiment sortir de la compagnie. Donc, ils doivent vraiment, s'il y a un défaut, ils doivent vraiment gérer ce défaut-là. Alors, pour nous, c'est important de voir comment ils ont géré les anciens défauts. Donc, si on voit que le gestionnaire dans lequel on va investir, il est très proactif, il a une équipe spécialisée dans la restructuration, on regarde aussi c'est quoi leur recovery rate qu'ils ont eu sur les anciennes restructurations. Et donc, si on est à l'aise avec et on voit qu'ils font un bon boulot, ben, en fait, à la fin, c'est très important de choisir les bonnes compagnies, mais aussi il faut très bien faire le choix du gestionnaire parce qu'à la fin, le gestionnaire, c'est lui qui va gérer le tout. Si si on est avec un gestionnaire qui prend du temps, ben, la compagnie, elle peut s'aggraver, la situation de la compagnie peut s'aggraver et les gestionnaires, ils n'ont pas intervenu à temps et donc on va perdre le capital. Donc, ultimement, lorsqu'on sélectionne nos gestionnaires, c'est vraiment l'analyse de leur processus à eux d'investissement puis les items qu'ils vont mettre en place lorsqu'ils font leurs investissements dans leurs clients. Donc, OK, excellent. Donc, le temps file, donc je vais passer juste à une dernière petite question.
Donc, on parlait de diversification de la dette privée dans un portefeuille, mais est-ce qu'on a une idée de comment cette classe d'actifs-là bouge? On parlait de corrélation obligataire-action. Donc, est-ce que la corrélation entre la dette privée et les actions et les obligations est similaire, est opposée? Il n'y a pas de lien entre les deux? Ou... En fait, le risque de la dette privée, c'est un risque idiosyncratique. C'est-à-dire, en d'autres termes, si on investit dans une compagnie, et même si on est pendant une crise et la compagnie, elle paye ses coupons, elle est stable, ben, il n'y a pas vraiment un risque de marché comme dans le marché public. Par exemple, dans le marché public, si les actions baissent, qu'est-ce qui se passe? Directement, il y a une peur dans le marché et le monde il commence même à vendre les obligations corporatives. On trouve par exemple le prix des obligations, surtout les plus risquées comme le high yield, ça va baisser à cause de cette peur. Mais dans le marché de la dette privée, c'est relié au risque de chaque compagnie. Et donc, finalement, si la compagnie, elle va bien et que, par exemple, une compagnie de software pendant le Covid, si on regarde toutes les compagnies de software, à savoir Amazon, tout, à un moment donné, ils ont tous baissé, après ils ont remonté, mais il y a dans une période, ils ont tous baissé par peur. Dans le marché privé, on ne le voit pas. Dans le marché privé, toutes les compagnies, nous, au contraire, on avait beaucoup de compagnies de software dans les fonds dans lesquels on a investi. En fait, ces compagnies, elles allaient tellement bien qu'elles ont repayé plutôt leur dette et on a eu des rendements comme de 20% sur ces obligations-là, sur cette dette-là, juste parce ils font vraiment, vraiment très bien. Alors, il y a comme une corrélation qu'on voit dans le marché public qu'on voit moins dans le marché privé. Parfait. Bien, merci beaucoup, Dora. Donc, je vois aussi qu'on a d'autres questions sur le positionnement dans un portefeuille, mais je vous inviterai peut-être à communiquer avec votre gestionnaire si vous êtes en gestion privée, avec un de mes collègues en gestion privée, ou communiquer directement avec nous pour voir comment on peut positionner cette classe d'actifs-là dans votre portefeuille.